Good afternoon, everyone, and thank you for joining us at this press conference. Our speaker today is Yao Agbetse, independent expert on the human rights situation in Central African Republic. We will begin with opening remarks by the independent expert before moving to questions. He will brief you today on the situation of human rights in the Central African Republic. Mr. Agbetse, you have the floor. Thank you, Madam. Thank you for this opportunity to address the media in the Palais des Nations. Let me continue in French. Comme vous le savez tous, la situation des droits de l'homme en République centrafricaine est préoccupante. Et dans mon dernier rapport, j'ai souligné un certain nombre de points d'inquiétude. Bien évidemment, les avancées et les progrès ont été également soulignés, mais je voudrais surtout m'attarder sur des points d'inquiétude qui doivent davantage retenir l'attention de la communauté internationale, étant entendu que mon mandat concerne le monitoring de la situation des droits de l'homme et des recommandations à formuler à la communauté internationale, donc au Conseil des droits de l'homme, par rapport aux appuis techniques à apporter, aux services d'appui technique à apporter au pays pour son redressement. J'ai été nommé en 2019, donc ça fait 6 ans que je suis titulaire de ce mandat et j'ai pu voir l'évolution de la situation au niveau du pays. J'ai été nommé au moment où la situation sécuritaire était extrêmement préoccupante. Aujourd'hui, on peut dire que la situation est moins tendue sans pour autant avoir une résolution complète de la situation sécuritaire. Et donc, les efforts des autorités appuyés par la communauté internationale ont apporté un certain nombre d'avancées, de progrès, et notamment sur le plan sécuritaire. La MINUSCA s'évertue à accompagner les forces de défense de sécurité, la police, la gendarmerie, mais également les forces armées centrafricaines pour renforcer leurs capacités et leur permettre de pouvoir se déployer sur le territoire et protéger les populations civiles. Mais toutefois, il reste des points de préoccupation, notamment le respect de l'accord de paix. Vous savez, l'accord de paix qui a été signé le 19 février 2019, il y a eu entre-temps des défections de certains groupes armés signataires. Il y a eu récemment, le 19 avril, un nouvel accord qui a été signé entre le gouvernement de la République centrafricaine et 2 groupes armés, l'UPC et 3R. Il y a également un autre instrument de paix qui permet d'avancer sur le processus de réconciliation et de paix. C'est aussi la feuille de route de Luanda. Donc, l'accord de paix de 2019, la feuille de route de Luanda, mais également le dernier accord de paix signé avec les 2 groupes armés permettent d'entrevoir un processus de paix plus apaisé. Toutefois, je dois faire remarquer que après la signature de l'accord avec l'UPC et les 3R le 19 avril, d'autres violations des droits de l'homme ont été documentées et certains éléments de l'UPC et des 3R se sont rendus coupables de multiples violations des droits de l'homme, notamment des violences sexuelles, des viols commis sur les populations civiles. Donc il est extrêmement important que les garants de l'accord soient vigilants et rappellent les signataires à leur engagement et responsabilité. Et donc, à mon avis, sur le plan sécuritaire, il faut agir à 3 niveaux. D'abord, au niveau national, la réforme du secteur de la sécurité doit viser en priorité la formation, l'équipement, le déploiement, y compris dans les zones frontalières, le renforcement du commandement, mais également le volet redevabilité. Cela est très important afin de permettre à l'État d'assurer pleinement sa propre sécurité. Et en même temps, je crois qu'il est important que la MINUSCA se dote de moyens nécessaires, notamment en termes d'anticipation et de surveillance aérienne pour déployer des bases avancées dans les zones frontalières sous tension, en particulier dans la Vakaga, donc au nord-est, à la frontière avec le Soudan, et dans le Mbomu, donc au sud, avec la frontière avec le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo.
il me semble important aussi que la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et l'Union africaine doivent s'évertuer également à envisager, compte tenu des imbrications au niveau de la sous-région, une conférence sous-régionale sur la paix et le développement, étant donné des questions transfrontalières qui sont communes aux différents États de la sous-région. Au niveau sous-régional, je le disais tantôt, le conflit au niveau du Soudan se déteint au niveau de la République centrafricaine, que ce soit au niveau des activités transfrontalières, des questions de réfugiés, des personnes déplacées, la question de la transhumance. Et il est important que cette question de sécurité trouve des réponses également dans le contexte sous-régional. Vous savez sans doute que certains groupes armés au niveau du Soudan utilisent le territoire centrafricain pour se réorganiser ou procéder à des recrutements. Au niveau international, je crois qu'il est important que le Conseil de sécurité veille à la mise en œuvre intégrale de sa résolution 2745 qui engage les États à empêcher toute fourniture directe ou indirecte d'armes, de matériel militaire et d'assistance associée aux groupes armés opérant en RCA. Donc, les sanctions ciblant les personnes inscrites sur la liste de sanctions du Conseil de sécurité doivent être rigoureusement appliquées et la configuration pour la RCA de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies doit intensifier également ses missions de bons offices pour avancer durablement sur le processus de paix. Sur les questions politiques, je crois qu'il est important de souligner qu'il y a des élections municipales, législatives et présidentielles qui sont prévues pour le 28 décembre, le premier tour. Il est important que la communauté internationale accompagne ce processus parce que c'est important pour la stabilité du pays, pour établir des institutions qui puissent conduire justement ce processus. J'avais récemment souligné la nécessité pour les autorités centrafricaines d'apporter des réformes structurelles, institutionnelles et stratégiques au niveau de l'autorité nationale des élections qui, à mon avis, a prouvé les limites de son action puisque elle n'était pas jusqu'à récemment en capacité de fournir les listes électorales définitives, ce qui est un point crucial pour éviter les contestations et les violences qui peuvent surgir avant, pendant et après ces élections. Et je tiens aussi à souligner que par rapport à ces élections, le fait que ce soit groupé représente un défi. Un défi puisque de telles élections groupées n'ont jamais eu lieu dans le pays. Et ma crainte, et je l'ai exprimé aux autorités, c'est que l'élection municipale ou les élections municipales soient reléguées au second rang et que l'élection présidentielle et législative soient privilégiées. Donc j'attire l'attention des médias par rapport à la nécessité justement de faire en sorte qu'une importance égale soit accordée à la fois à l'élection présidentielle mais également à l'élection locale qui, à mon avis, est très importante étant entendu que la gouvernance locale, je l'entrevois comme étant un instrument capital pour la restauration et la consolidation de l'autorité de l'État. Étant entendu que dans l'arrière-pays, donc dans les provinces, la présence de l'État est faible. Et c'est à travers la gouvernance locale, avec des réponses de proximité, que l'État peut apporter à nouveau les services sociaux de base à la population. L'accès à la justice, l'accès à la sécurité, l'accès à l'éducation, aux soins de santé primaires, cela est très important. Et j'appelle aussi les autorités à apporter les moyens nécessaires au Haut Conseil de la communication, qui a dans son mandat la surveillance et le monitoring des messages de haine au niveau des médias traditionnels et numériques. Et donc, il est important que le HCC, donc le Haut Conseil de la communication, puisse valablement jouer son rôle en surveillant les messages de haine qui peuvent se propager au niveau des réseaux sociaux. Et que, par ailleurs, l'ensemble des acteurs puissent avoir accès aux médias publics. Et je rappelle que le dialogue dans le cadre de ce processus électoral est très important. Ce n'est pas une option dans le contexte centrafricain. Le dialogue n'est pas une option. Le dialogue s'impose comme étant un élément capital. Surtout que nous sommes dans une année électorale et donc il est important que le gouvernement puisse
enclencher ce dialogue et que ce dialogue puisse amener l'ensemble des acteurs à participer aux élections de décembre. Sur la question de la gouvernance, il m'a été donné de constater une forte dépendance de la République centrafricaine vis-à-vis de l'assistance de l'aide internationale. Alors que vous savez sans doute aujourd'hui que l'aide internationale est en crise. Et donc, j'appelle la communauté internationale en termes de fourniture de services d'appui technique à faire en sorte que les autorités centrafricaines soient davantage outillées pour mobiliser les ressources domestiques. Ça concerne par exemple les réformes du secteur minier, la fiscalité, la collecte des taxes au niveau des postes de douane. Tous ces éléments doivent permettre justement d'augmenter les revenus au niveau national et réduire progressivement la dépendance du pays vis-à-vis de l'aide internationale. Et je crois aussi que, et je le disais tantôt, la gouvernance locale est un élément essentiel. Il y a la politique nationale de décentralisation et de développement territorial 2022-2032 qui a été développée mais qui n'a pas encore trouvé une réalisation, une mise en œuvre effective. Et donc, je crois qu'à l'issue de ces élections, avec les conseillers municipaux qui seront élus, on devrait pouvoir mettre en place ce mécanisme de gouvernance locale qui va justement servir d'outil de mise en œuvre de cette politique nationale de décentralisation et de développement territorial. Lorsqu'on prend le secteur de la justice, j'apprécie un certain nombre de réformes qui ont été engagées au niveau du ministère de la Justice et qui ont porté un certain nombre de fruits, notamment le fait de rapprocher la justice des justiciables, la reconstruction avec l'appui de la MINUSCA des infrastructures pénitentiaires et de justice. Cela va dans le bon sens. Toutefois, il est important que la lutte contre l'impunité s'intensifie, notamment en ce qui concerne la tenue régulière des sessions criminelles, non seulement au niveau de la cour d'appel de Bangui, mais également au niveau des cours d'appel de Bois et de Bambari, pour apporter davantage service de justice, l'accès à la justice et la lutte contre l'impunité dans l'arrière-pays. Au niveau de la Cour pénale internationale, on peut se réjouir d'un certain nombre de décisions qui ont été rendues et qui ont vocation à dissuader les potentiels auteurs de violations des droits de l'homme. Et donc, je crois que c'est un signal fort que la Cour pénale spéciale puisse faire son travail. Et on peut se réjouir aussi qu'au niveau de la haie, la CPI a condamné le 24 juillet 2025 Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona à 15 et 12 années d'emprisonnement. Cela rentre également dans la lutte contre l'impunité qui est nécessaire pour faire avancer justement la lutte contre l'impunité. Je dois noter que ce soit au niveau de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation, qu'au niveau de la Cour pénale spéciale, il y a un point capital que je ne cesse de souligner, c'est la nécessité d'établir un fonds de réparation. Il faut un fonds de réparation pour une justice centrée sur les victimes. Sans réparation, le processus de lutte contre l'impunité ne serait pas complète. Et donc, il est important que la communauté internationale réfléchisse justement à la nécessité d'établir ce fonds de réparation qui va aider à la fois la Cour pénale spéciale, mais également la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation. Au niveau humanitaire, vous savez sans doute qu'aujourd'hui, on a encore environ 670 000 réfugiés centrafricains dans les pays voisins. On a 442 000 personnes déplacées à l'interne et 2,4 millions de personnes de Centrafricains sont toujours dans une situation où elles ont besoin d'assistance humanitaire. Et donc, il est important que, au niveau des instances chargées de l'action humanitaire, qu'il y ait une nouvelle réflexion par rapport au retour des réfugiés. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de retours sûrs, durables, mais il est important de veiller à ce qu'on développe davantage des stratégies permettant en fait un retour plus massif des populations qui sont déplacées. Sur les questions des droits de l'homme pur et dur, je crois que il est important de mentionner que la mise en œuvre effective du DDR et la dissolution des groupes armés demeurent indispensables afin d'éviter que les populations civiles ne continuent à subir des exactions. Et donc, il est tout aussi inadmissible que les forces de défense et de sécurité soient auteurs de violations des droits de l'homme sur les populations que ces forces sont censées protéger. Je crois que ce qui est important, c'est que
la communauté internationale puisse apporter le soutien et l'appui nécessaire à la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes et à la politique nationale des droits de l'homme qui a été développée pour la première fois avec son plan d'action 2023-2027. Et donc, l'appui technique de la communauté internationale peut aider à faire avancer les questions des droits de l'homme dans le pays. Il y a également la Commission nationale des droits de l'homme qui a été en place et qui a été établie par une loi. Mais suivant les standards de Gandhi et les principes de Paris, il est nécessaire de réviser la loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour que, justement, la Commission ait un cadre juridique nécessaire pour effectuer son travail. Il est également important pour la communauté internationale d'apporter son appui technique, son appui financier au plan de développement 2024-2028 qui prévoit un certain nombre d'axes. C'est un plan qui est fondé sur une approche basée sur les droits de l'homme et donc il est important que la communauté internationale puisse aussi apporter son appui technique à la réalisation effective des projets prioritaires identifiés dans le cadre de ce PND. Je constate que les questions des femmes et des enfants demeurent nécessaires et préoccupantes parce que beaucoup d'enfants restent encore au niveau des groupes et forces armées, donc à démobiliser et à réinsérer. Au-delà des enfants associés aux groupes armés, la situation des enfants dans l'ensemble du pays est assez difficile parce que l'accès à l'école est difficile parce qu'il y a des zones d'insécurité où les bâtiments scolaires des infrastructures scolaires dans leur ensemble sont détruites, où il n'y a pas une présence effective des enseignants dans un certain nombre de zones, compte tenu de différents écueils. Et donc, il est important que la communauté internationale puisse durablement appuyer la RCA pour apporter des services de santé, des services d'éducation, l'eau potable dans les régions. Et donc, j'appelle l'UNESCO, l'UNICEF et ONU-Femmes à faire en sorte que et les femmes et les enfants puissent trouver des réponses à un certain nombre de préoccupations qui se posent dans le pays. L'Observatoire de la parité doit être rendu pleinement opérationnel afin d'assurer le suivi effectif de l'égalité d'accès aux droits entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Et par ailleurs, l'accès des femmes à la justice, en particulier celles victimes de violences sexuelles liées au conflit et de violences domestiques, de la traite et d'autres formes d'exploitation, doit devenir une réalité tangible. Voilà un peu l'ensemble des points que je souhaitais exposer devant vous aujourd'hui. Je suis disposé à répondre à vos questions. Thank you. The independent expert will now take questions. Please state your name and organization before asking a question. Thank you. If you're online, please raise your hand if you have a question. If there are no questions, we will close this press conference. Thank you very much for being with us today. Thank you, Mr. Agbetse.